récidiviste de la démission. J'ai démissionné 3 fois dans ma vie et 3 fois pour une raison valable. Je suis valable en toute conscience, moi. Là, je prends le cas de l'autoroute. L'autoroute n'est pas un service public. La route nationale est un service public. Elle est gratuite. La route nationale, elle est gratuite. C'est un service public. L'hôpital est un service public. L'autoroute n'est pas un service public. Ça veut dire quoi, très concrètement? Je sais que ça va pas faire plaisir à certains dans la salle, mais je parle surtout aux jeunes. On est d'un nouvelle compétence. L'autoroute est une facilitation. Ce n'est pas un service public. Celui qui prend l'autoroute doit payer. Comme ça se fait dans le monde entier. في تونس عندكم مجاني؟ باش مجاني؟ خلصوا الفلوس. Donc il faut, entre citoyens, c'est ça le dialogue, se dire la vérité. L'autoroute est non pas un service public, c'est un service rendu au public. Il faut que le public s'acquitte du prix nécessaire. C'est tout. Voilà un premier exemple. Donc il faut savoir tracer la frontière. Deuxième exemple, les choses évoluent, pas suffisamment, mais elles évoluent. Le logement n'est pas un service public. L'État intervient pour aider les fractions les plus démunies de la population à accéder au logement, mais ce n'est pas un service public. Or, dans la tête de beaucoup de nos concitoyens, le logement c'est un service public. Mais en faisant cela, on pervertit totalement le fonctionnement du marché du logement. Vous savez pourquoi? Parce que quand l'État, je suis sûr qu'il n'y a pas la même chose, parce que c'est pareil à peu près partout, quand l'État développe l'habitat social, il s'accapare des terres foncières qui manquent dans d'autres politiques du logement. Tout le monde n'est pas appelé à l'habitat social. Et je dis ça avec d'autant plus de force que je répète, l'Algérie des années 2000 n'est pas l'Algérie des années 2014. Il y a des gens qui sont parfaitement s'arrêtant, qui se sont enrichis, et tant mieux pour eux. La répartition des revenus a changé. Et elle a beaucoup changé. Il faut lire les travaux d'OMS. L'OMS a fait des publications. Bon. Donc on ne doit pas traiter les citoyens de l'année 2014 comme on traitait les citoyens de l'année 2000. La discussion que j'avais avec Monsieur le Président de la République dans les années 2000 était la suivante. Nous étions en train de réparer la société algérienne. Vous savez, ça veut dire réparer? Réparer, c'est-à-dire recoudre une société qui était déchirée. Attention, on a fini de recoudre. Alhamdoulilah. Il ne faut pas continuer à recoudre. Bien. Voilà ce que c'est le développement local. Faire bien attention, il y a la sphère économique, la sphère du service public, il y a des frontières entre les deux, et les frontières sont par nécessité évolutives. Par nécessité. Il faut que les routes nationales soient bien entretenues, c'est un service public. Mais celui qui prend l'autoroute doit payer pour qu'on puisse entretenir l'autoroute. Point. Et il y a d'autres exemples sur lesquels on peut discuter. Alors, quelle est notre expérience? Quelle est l'expérience algérienne en matière de développement local? Il y a 3 phases, je vais aller rapidement cette fois-ci, il y a 3 phases dans le développement local, dans l'expérience algérienne du développement local. Et monsieur le directeur, qui m'avait déjà vieilli avec la photo, m'a aussi vieilli en disant que j'ai suivi ça depuis 50 ans, ce qui est vrai. Nous avons eu 3 phases. La phase des années 70, et qui a duré pratiquement jusqu'au début de la crise de 84-85. Vous savez qu'on a eu une crise 84-85 liée à l'effondrement du prix du pétrole, à l'endettement, etc.
Durant cette première phase 70-85, le développement local était pour l'essentiel dirigé par l'État, voulu par l'État, et il marchait sur les deux béquilles, sur les deux jambes. On avait d'un côté le développement du service public, mais on avait aussi le développement de la sphère économique à travers le secteur public. Si vous prenez l'histoire de Annaba, c'est ça. Annaba, c'est quoi? Parce que je vous présente Annaba, c'est une ville extrêmement importante pour nous. C'est d'un côté le développement du service public et de l'autre côté le Hadjar ou Teba. Donc on marchait sur les deux pieds, service public, sphère économique, service public, sphère économique. Ça a duré jusqu'à l'ouverture de la crise 1985-1986. Ce développement local a touché toutes les régions de inauguré ce cycle de conférences du samedi par la conférence du professeur Belkacem Nasser Azdin, directeur général de la planification territoriale auprès du ministère des Statistiques et de la Prospective. C'est que notre encadrement pédagogique, scientifique et administratif a jugé utile de s'ouvrir sur l'environnement économique. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que les aspects théoriques, les aspects académiques, et plus précisément les doctrines économiques, ne correspondaient à la réalité que très peu. Elles sont utiles pour enrichir la réflexion, mais elles perdent de leur pertinence dès qu'elles sont confrontées à la réalité. Et à cet effet, nous avons l'honneur aujourd'hui et le plaisir de recevoir une personnalité d'obédience internationale. D'obédience internationale parce que M. Yissa Drabrab, il est membre du conseil consultatif de HEC Montréal. Il est non seulement connu par l'importance du groupe qu'il dirige, c'est vital, en donnant 3 chiffres macroéconomiques, c'est vital, deuxième entreprise par son chiffre d'affaires après son attraque. C'est vital, deuxième contributeur au budget de l'État. Moi j'ai cru que c'était troisième, hier il m'avait dit que c'était deuxième contributeur au budget de l'État. C'est vital, premier exportateur hors hydrocarbures. Et comme vous le savez mieux que moi, que les exportations hydrocarbures en Algérie n'ont jamais dépassé 2 milliards de dollars. Donc, comme il est non seulement connu par l'importance du groupe, mais aussi par ses qualités d'entrepreneur champétérien, qui sait saisir les opportunités que lui offre le présent en inventant l'avenir. Il anticipe en innovant et en changeant les règles du jeu. Parce que l'innovation au niveau de l'entreprise, elle est non seulement un argument à la concurrence, et aussi à la compétitivité. Mot très cher à M. Saint-Derbran. Si vous permettez, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse pour mes élèves. On a traité, et prendre une petite hauteur théorique, on a traité durant le premier semestre, parce que les étudiants de deuxième année, on a traité différents courants économiques, du mercantilisme jusqu'au monétarisme. Joseph Schumpeter, c'est un économiste, il est ni marxiste ni keynésien. Bien que libéral, il est considéré comme un économiste hétérodoxe. Il est connu pour les économistes comme par ses théories sur les fluctuations économiques, sur l'innovation et la destruction créatrice. M. Issa Drabrab, il est connu aussi comme un homme d'affaires. Un homme d'affaires très bien impliqué dans le développement de l'économie nationale. Il est très bien impliqué dans le management international, à travers le développement durable. Dans le développement économique, à travers la création de milliers d'emplois en Algérie. Dans le développement économique, par sa participation à la promotion des investissements en Algérie, dans différents secteurs, grande distribution, l'agroalimentaire, pétrochimie, sidérurgie. Dans le développement durable, comme vous le savez, le développement durable, c'est un concept global, parce qu'il faut penser global et agir local. C'est un concept complexe, parce qu'il nécessite une éthique et une équité, et c'est un compromis entre la génération présente et la génération future, entre le nord et le sud, nord pollueur, industrialisé. On a vu le cas le plus frappant, les pays les plus pollueurs
industrialisés, c'est les États-Unis, avec les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, les pays émergents, à eux seuls, les États-Unis et les BRICS, ils ont 30% de la pollution mondiale. Management international, développement durable, parce que c'est vital, elle est associée à un consortium européen, allemand, suisse, espagnol, appelé sous le vocable Desertec. Comme vous le savez, j'ai dit management international parce qu'il y a à côté les Marocains qui sont en train de construire, je ne sais pas si M. Rabbié le sait, les Marocains sont en train de construire un pôle solaire à 30 km de notre frontière et à 86 km d'Oujda, plus précisément à Aïn Bni Mather, un pôle solaire qui va peut-être être une centrale thermique parce qu'il y a le gazomètre qui passe. Ils vont profiter du passage de gazomètre au Maghreb. Il va y avoir une centrale hybride. Monsieur Issa Drabab, connu par sa simplicité et sa modestie. Depuis hier, 5 heures, il était avec moi. On a fait passer le Seraïdi, on a mangé ensemble, donc j'ai pu connaître cette personnalité. Connu par sa simplicité et sa modestie, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à 2 reprises, dans le même atelier présidé par le professeur Abdelatif Benachnou lors des assises sur la stratégie industrielle, chère à notre cher ami collègue ministre Hamid Tamar, qui a initié et conçu par le ministre Hamid Tamar. Elle n'a pas été réalisée parce qu'elle n'a pas été validée par le gouvernement. La seconde fois, selon les assises nationales sur la société civile organisée par le ministre. Donc il est connu par sa discrétion. M. Issa Drabab a accepté de venir ici chez nous, à Annaba, dans cette petite école de 450 élèves, de différentes régions, de la Voie jusqu'à Borges, Bougie, Guelma, Annaba, Sokhara, Starf. Donc il a accepté de venir ici, à Annaba, pour présenter la réussite d'un groupe. La réussite d'un groupe, et comme vous le savez mieux que moi, les entreprises publiques et privées en Algérie baignent dans un environnement contradictoire. Je m'explique. Les entreprises, qu'elles soient publiques et privées, sont coincées entre le plus d'État, les impératifs du marché, ballottés entre l'intérêt général et la chaîne du profit. Il va nous présenter la réussite d'un groupe privé au moment où le développement du secteur public, dans plusieurs pays depuis 3 décennies, a dépassé la capacité de gestion et entraîné de graves inefficacités. En faisant un benchmarking, une analyse comparative entre 2 groupes de grands pays, Maghreb, pays de l'Est, sur les raisons qui président à la défaillance du secteur public, les économistes de ces pays, experts, sous bien sûr la direction de Vladimir Andreev, Driss Graoui, Xavier Richer, ils ont donné les conclusions suivantes. Les échecs et difficultés des entreprises publiques ne sont pas le fait qu'elles appartiennent à l'État. Ce n'est pas un problème de nature de la propriété et de moyens de production, mais plutôt parce qu'elles échappent à la discipline du marché. On pourrait donc réaliser de véritables gains d'efficacité en exposant les monopoles publics à la concurrence qui seule pourrait les inciter à rechercher des profits. Bien sûr, il ne faut pas donner un tableau idyllique aux pays industrialisés et sacraliser le marché, parce que se vouer uniquement aux forces du marché n'est qu'une hypothèse d'école, d'autant plus que les théories économiques acceptent toutes plus ou moins un rôle explicite à l'État. Et si cela est vrai, l'État est appelé non pas à faire le figurant sur la scène économique, mais plutôt à redéfinir qualitativement son rôle, c'est-à-dire un rôle d'État stratège, à travers l'efficacité des autorités de régulation et pourquoi pas un partenariat public-privé. Et en essayant, si c'est possible, de transformer notre économie d'une économie passive, administrée, rentière, d'importation. Nous sommes arrivés jusqu'à aujourd'hui, la facture alimentaire est 8 milliards de dollars, 10 semestres, 10 mois. Le produit alimentaire, c'est 20% de toutes les importations. Sans oublier, bien sûr, 2,5 milliards de produits pharmaceutiques. Donc, essayons de transformer notre économie d'une économie passive à une économie active, productive, compétitive, mot très cher à notre cher invité, compétitivité. Merci pour votre attention. Je donne la parole à M. Abraham.